Bienvenue à tous. L'affaire McKinsey vient de prendre une dangereuse tournure pour Emmanuel Macron. Le parquet national financier a annoncé ce jour avoir ouvert une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale vis-à-vis du cabinet de conseil américain. Et le Canard enchaîné a révélé il y a quelques jours que la stratégie vaccinale française, pilotée par Olivier Véran et par l'État, avait obéi en fait aux ordres et aux désirs de Maël de Calan, consultant du dit cabinet, dont on connaît désormais les liens financiers avec Pfizer. Un parfait exemple d'influence majeure des consultants privés dans les politiques publiques, épinglé par un rapport sénatorial à la mi-mars. Le rapport dénonce plus généralement la dépendance du gouvernement actuel au cabinet de conseil et les sommes colossales dépensées par l'État, les contrats conclus ayant plus que doublé entre 2018 et 2021. Or, certains cabinets de consultants font bien plus que se substituer aux décideurs politiques. Ils fabriquent des présidents depuis de nombreuses années, à l'image de Donald Trump aux États-Unis. Mais peu de personnes ne vous expliquent comment l'on procède pour y parvenir, ce que nous allons tenter de résumer ici au travers de quelques ficelles, notamment en France. Personnages clés, les spin doctors ou public relations, ces communicants de l'ombre, journalistes recyclés ou gourous des sondages qui se sont peu à peu imposés dans la vie politique française. Comme leurs confrères anglo-saxons ont pu le faire aux côtés de Tony Blair, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama et bien d'autres encore. Jusqu'à ce que ces communicants deviennent plus puissants que certains ministres et même voler notre vote, tant les stratégies de communication ne font que répondre à ce qu'attendent précisément la majorité du peuple français pour gagner les élections. Nous allons donc essayer de dévoiler les coulisses d'un univers où l'on fabrique les présidents comme des paquets de lessive, où les programmes sont décrits par des publicitaires et les moindres déclarations des candidats testées par des petits groupes de consommateurs. La recette qui marche inclut les premiers ingrédients suivants. Premièrement, des ouvriers de l'information, ce que l'on appelle les deskers, qui diffusent de courtes nouvelles dans une guerre au scoop pour ou contre les candidats visés, mais sans vérification suffisante de l'information, et que l'on sature délibérément pour qu'aucune autre ne vienne lui voler la vedette. Ces ouvriers sont souvent de jeunes journalistes, donc plus manipulables, chargés de rédiger un commentaire d'1 minute 30 à l'aide de dépêches AFP, concernant 5 à 6 sujets par jour, ou même en envoyant un sujet toutes les demi-heures, prêt à l'emploi avec des images préachetées. Ces journalistes n'ont ni le temps d'enquêter, ni d'acquérir une culture spécifique sur le sujet. L'important est d'être téléguidé au cœur de l'événement voulu. C'est ainsi que le même reportage peut être diffusé sur toutes les chaînes d'information continue, LCI, CNews, BFM et d'autres, qui deviennent alors une caisse de résonance à la moindre intervention du président de la République, par exemple. En rapportant au jour le jour ces faits et gestes, ces chaînes n'offrent aucun rempart face à une stratégie de la saturation au bénéfice du président. D'autant que leurs dépêches sont immédiatement relayées sur Internet, où certaines deviennent quasi virales et sont reprises au mot près par les autres médias. Ce qui est encore plus facile quand un PDG tel que Vincent Bolloré voudrait favoriser d'une manière ou d'une autre son candidat, Éric Zemmour, par l'intermédiaire de CNews qu'il contrôle par son groupe, ou au vu des liens favorables qui existeraient entre BFM TV, avec Marc-Olivier Fogiel à sa tête, et l'Élysée, selon certains médias. Les journalistes qui reprennent les dépêches ne sont pas dupes, mais ils ont le choix entre participer à la course contre la montre au risque d'être instrumentalisés ou être décalés par rapport à l'actualité et relégués au second plan. L'AFP ou Reuters
ont bien du mal de toute façon à éviter les effets d'annonce des communicants, laissant au lecteur, au bout de chaîne, la tâche de faire son choix dans une marée d'informations brutes. D'où la nécessité d'analyses complémentaires, libres et indépendantes telles que la nôtre, pour dire vrai. Quant aux journalistes de la grande presse, Le Monde, Libération, Le Parisien, Le Figaro, La Tribune et bien d'autres, ils sont fréquemment dépassés par la montée en puissance d'Internet et des gratuits. Nombre de postes, de ce fait, ont été supprimés, alors que les journalistes qui restent en activité sont inondés par des flux d'informations qu'ils ne peuvent plus analyser correctement. Ce qui pose aussi le problème du traitement des autres informations, des autres publications, des autres auteurs, que l'on ne voit jamais, noyés dans ce tsunami créé de toutes pièces par ceux qui ont les moyens d'activer les communicants. Et oui, toujours le pouvoir de l'argent et des réseaux de l'ombre. Deuxième ingrédient, un gouvernement ou des candidats qui font leur marché parmi les meilleurs journalistes ou experts en communication, utilisant toutes les techniques sophistiquées d'influence des médias et de la publicité. Il faut savoir que le rapport de force communication-presse est chaque jour plus favorable à la communication. D'autant que les gros partis ou candidats abritent souvent des équipes de communication, écrits, web, vidéo, de plusieurs dizaines de personnes. La crise de la presse suscite des vocations chez certains élèves journalistes qui voient que certains médias sont désespérément bouchés ou non lucratifs, ce qui est tout le contraire dans le secteur de la communication. Jamais les récentes campagnes électorales n'auront vu autant de candidats alliés à des journalistes, les réseaux d'amitié perdurant d'un bord politique à l'autre. De sorte que l'information libre, indépendante et d'utilité publique semble une chimère. Quelques exemples : Jean-Francis Pécresse aux Échos et sa tante Valérie Pécresse à l'UMP, aujourd'hui candidate à l'élection présidentielle. Marc Landré du Figaro et sa femme Florence Deprez, récemment encore DIRCOM de Laurent Wauquiez. Raymond Soubi, conseiller social de Nicolas Sarkozy, et sa femme Danielle Deruy, actionnaire majoritaire de l'agence d'information AEF. Franck Louvier, conseiller en communication à l'Élysée de Nicolas Sarkozy, grâce auquel, avec l'agence Publicis, toute l'armada du réseau UMP s'était mise à taper sur la nouvelle candidate Ségolène Royal, avec le soutien de nombreux patrons de presse qui rencontraient Sarkozy au cours de dîners privés. Stéphane Fuchs, patron de la tentaculaire agence de communication Havas, roulant officiellement en 2022 pour le groupe Bolloré et donc pour Éric Zemmour, via Europe 1 et CNews notamment. Béatrice Schoenberg, ancienne rédactrice en chef de TF1 et présentatrice du JT à France 2, devenue l'épouse de Jean-Louis Borloo, tous deux proches de Brigitte et Emmanuel Macron. À l'instar de la papesse de la presse People, Michel Marchand, ou de la réalisatrice Yamina Benguigui, aux raisons de l'ombre fort puissant. Troisième ingrédient, des astuces majeures de communicants. Première astuce, l'opportunisme. La première règle est de tirer parti de l'actualité, en particulier lorsque l'interconnexion des médias internationaux catapulte à la une des actualités imprévisibles, à moins qu'elle ne déclenche pas l'actualité elle-même, bien sûr. Récupérer alors cette actualité à bon compte est tout bénef pour le candidat. La guerre en Ukraine, aujourd'hui, en est un parfait exemple en faveur d'Emmanuel Macron, qui n'a même plus besoin de faire campagne quasiment, tant son costume de chef de guerre favorise son image sur tout le reste. Deuxième astuce, l'appropriation des arguments de l'adversaire. Il s'agit ici de priver le camp opposé de ses atouts majeurs, mais sans y sacrifier pour autant son propre noyau dur. Tactique dite
de la triangulation, où, à côté de la gauche et de la droite, est créé un espace transfrontalier sans liaison systématique avec un camp politique, comme le mouvement En Marche. Tactique également choisie par Nicolas Sarkozy, décidé à attirer les électeurs du Front National à l'époque, de sorte que le temps de l'élection venue, il soit plus difficile pour le FN de se démarquer de l'UMP. De même, enfin, avec le parti d'Éric Zemmour, tentant aujourd'hui de siphonner les électeurs de l'extrême droite. Troisième astuce, l'organisation de primaires. C'est l'occasion, les primaires, d'une formidable campagne de publicité, d'autant plus utile à la mobilisation que le risque d'abstention est élevé par les temps qui courent. Pour Nicolas Sarkozy, cela avait même tourné à l'intronisation, réglée au millimètre près par les communicants UMP, puisqu'aucun candidat ne s'était présenté contre lui, permettant aux Français de se dire qu'ils avaient en face d'eux un futur président. De même, le patron de Terra Nova, Olivier Ferrand, ne s'embarrassait pas pour qualifier la manœuvre. L'UMP, je cite, a fait de fausses primaires, créant de toutes pièces un leader incontesté. À l'inverse, ne pas recourir à une primaire peut contribuer à torpiller l'image d'un candidat, comme Anne Hidalgo ou Christiane Taubira. Quatrième astuce, laisser fuiter des informations. Les communicants aiment à laisser les journalistes s'emparer d'événements ou de déclarations pour charger ou décharger quelqu'un, allant jusqu'à faire semblant, parfois, de cacher l'information au préalable. Ces derniers doivent avoir l'impression de découvrir quelque chose, comme les révélations de Cécilia Sarkozy sur le président après leur séparation, ou celle de Pierrette Le Pen au sujet des héritages et comportements de son ex-mari. De même, dans l'affaire du RSA, où Laurent Wauquiez avait pris l'initiative de faire tout seul une déclaration à l'insu de l'Élysée, alors qu'il s'agirait d'une mise en scène. En fait, les fuitages d'informations calculés et au bon timing sont légion, comme dans l'affaire François Fillon, ou la polémique McKinsey visant Emmanuel Macron en pleine campagne présidentielle. Autre astuce, prévoir les petites phrases qui font mouche. Ces petites phrases peuvent faire plusieurs jours de buzz, à charge ou à décharge. On se souvient tous du « travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy. Mais aussi, une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien d'Emmanuel Macron. Ou, je traverse la rue et je vous en trouve du travail. Ou, qu'ils viennent me chercher à l'occasion de l'affaire Benalla, dira encore le président. Tout ceci pouvant cristalliser l'image positive ou négative de la personnalité politique. Le jury de Presse Club, Humour et Politique dessert de même chaque année un prix pour la phrase la plus hilarante. En 2022, sont retenus par exemple les propos de Gabriel Attal. Je cite « Emmanuel Macron aime les débats ». Ou ceux d'Anne Hidalgo, je cite « Ça roule mieux, ça roule vraiment mieux à Paris ». Ou encore Valérie Pécresse, je cite « Si je suis élu, je dirai à Vladimir Poutine que nous devons construire la paix en Europe ». Ou même Fabien Roussel, je cite « Les stations-service sont le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer ». Autre astuce encore, créer volontairement le buzz. Jean-Luc Mélenchon notamment l'a bien compris, cultivant des dérapages médiatiques qui sont restés célèbres. De même, il n'hésite pas à clouer le bec aux journalistes qui lui parlent mal, selon lui. Ainsi, de Laurence Ferrari, qualifié de perruche, de David Pujadas, affublé de laquais, ou encore d'un malheureux apprenti reporter de Sciences Po à qui il a demandé d'aller faire, je cite, « son métier pourri plus loin avec sa petite cervelle ». Une stratégie
qui malheureusement trouve ses médias en quête d'audimat ou de bons clients, tels qu'à l'époque Jean-Marie Le Pen, Bernard Tapie ou encore aujourd'hui, plus sympathiquement, Jean Lassalle. Mélenchon déclare à cet égard: comment un système aussi brutal et inégalitaire que le nôtre peut-il faire aujourd'hui l'objet d'un si large consensus? C'est simple, il faut une machine à faire consentir, dont les machinistes sont une poignée de journalistes qui verrouillent l'information. Autre astuce encore, la storytelling. La storytelling ou le fait d'incarner une belle histoire. Les candidats deviennent ici les comédiens d'un scénario vendeur, voulant emporter le cœur du grand public par l'émotion. Un scénario qui colle également à ce qu'attendent les médias audiovisuels si possible. Volodymyr Zelensky le sait. Souvenons-nous aussi du sauveur Sarkozy, lors de la prise d'otage de Human Bomb à l'école maternelle de Neuilly, demandant à être filmé devant les caméras avec un enfant dans les bras pour le remettre à sa mère. Le même Sarkozy, surmédiatisé comme grand libérateur d'Ingrid Betancourt aux mains des FARC colombiens alors, ou comme grand gendarme de la République avec l'arrestation du tueur de préfet Ivan Colonna. Pareillement, Emmanuel Macron surfe sur la défense héroïque de l'Ukraine avec les photos d'un président affairé de tous les instants, cultivant les contacts téléphoniques avec Poutine, surjouant le leadership du Conseil de l'Union européenne contre le nouvel Hitler aux allures de Staline. Autre astuce de nouveau, se taire pour intriguer ou éviter les confrontations préjudiciables. Se taire, c'est la stratégie mitterrandienne, mise au point par Jacques Pilon, le conseiller du président socialiste. Objectif : cultiver la stature présidentielle. Elle fonctionna parfaitement pour DSK et a été utilisée pour rendre évidente la candidature de Nicolas Sarkozy, très discutée au départ. Ce dernier, si prompt à prendre la parole, s'était limité aux sujets régaliens, la politique extérieure de la France, les armées ou la monnaie. Ce n'est qu'au dernier moment qu'il parla des sujets plus proches des électeurs, tout comme Emmanuel Macron aujourd'hui s'est gardé pour la fin de campagne 2022, ne livrant rien de son programme jusqu'au dernier moment et évitant même tout débat public avec les autres candidats. Franck Louvier, le DIRCOM de Sarkozy, n'est sans doute pas étranger à cela, estimant que dans une campagne, tout se passe dans les 2 ou 3 derniers mois. Ce qui permet également de ne pas être piégé par un élément imprévu, de minimiser les frais de campagne et de préserver ses forces pour la dernière ligne droite. Autre astuce encore, faire parler les autres à sa place. C'est ainsi que le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, a pu jouer un rôle essentiel pour droitiser l'image de Sarkozy. Il a pu prononcer des propos tabous que le président ne pouvait tenir dignement lui-même, notamment sur les questions d'immigration. Ceux-ci ont scandalisé jusqu'à son propre camp, mais ils n'ont pas sali directement le président, tout en véhiculant sa pensée et ses messages. Idem pour DSK, où sa garde rapprochée s'est succédé dans les médias pour dire quel homme bien il était. Sur Internet, il faut donc créer toute communauté autour du candidat qui parle de lui avec conviction, donnant aux amis une grille de lecture et d'analyse pour comprendre puis relayer la logique du candidat. Autre astuce de nouveau, convoquer la grande histoire. Il s'agit de convaincre les électeurs que l'aspirant aux fonctions présidentielles est le courageux héritier de héros nationaux. On pense tout de suite ici à Éric Zemmour et sa dévotion pour Napoléon ou le général de Gaulle,
au point de reproduire l'atmosphère de l'appel du 18 juin pour annoncer sa candidature. Mais Valérie Pécresse vient aussi de s'autoproclamer, je cite, la seule héritière du général de Gaulle. Alors que Mélenchon, lui, préfère cultiver la Révolution française, dont il est un illustre conteur sur les réseaux sociaux. L'usage ou le dévoiement politique de l'histoire tourne souvent au crève-cœur. La gauche, par exemple, a été ulcérée par le discours de Poitiers de Nicolas Sarkozy, alors candidat à UMP à la présidentielle, osant se présenter comme l'héritier de Jean Jaurès et de Léon Blum. Autre astuce, si vous voulez bien encore, faire tester tout ce qui va sortir de la bouche du candidat. Et oui, il faut le savoir, 6 mois avant l'élection présidentielle, les candidats font tester en privé leurs idées, leurs futurs slogans, les petites phrases qu'ils s'apprêteront à faire semblant de lâcher innocemment. Depuis les années 80, aucune campagne n'a été menée dans les gros partis sans test, ni en France, ni à l'étranger. Ces tests se présentent sous 2 formes, des résultats chiffrés, classiques, que nous connaissons tous, ou des sondages dits qualitatifs. Un qualitatif réunit généralement une dizaine de personnes, jeunes, femmes, maghrébins, personnes âgées, cadres, bénéficiaires des minima sociaux, banlieusards ou toute autre catégorie. Un animateur leur présente des idées, des slogans, on les observe et on les filme en train de discuter. Cela permet d'évaluer la force de conviction des cobayes et de débusquer de nouveaux thèmes de préoccupation qui pourraient servir. Le nec plus ultra reste toutefois le sondage sur Internet, tout aussi fiable et bon marché. Quant aux consultants en sondage, ils restent souvent auprès du pouvoir, car l'ex-candidat, une fois élu, va perdre pied avec la réalité, entouré de courtisans sous les ors de la République. Les sondages rejouent alors le rôle utile du miroir, balisant tout à l'avance, en phase avec un électorat qui croit décider librement. Autre astuce, devancer les critiques. C'est ainsi que, par exemple, la société Euro-RSCG avait préparé DSK à d'éventuelles attaques de l'UMP. Un argumentaire avait été établi pour l'ancien patron du FMI et avait été recensé les femmes. On se demande bien pourquoi. La MNEF et sa judéité. Les communicants de Barack Obama et d'Hillary Clinton en avaient fait de même à la veille des primaires démocrates américaines. Il s'agit tout bonnement de contredire les attaques de la partie adverse tout en donnant l'illusion de répondre du tac au tac avec soi-disant franchise. La préparation régulière avec des conseillers en communication est l'art travaillé de l'improvisation faisant le reste. Certains politiques peuvent même tourner une interview sur fond vert pour réintroduire des scènes de meeting qui se sont déroulées avant l'interview. Puis la vidéo est diffusée sur Internet avec une alerte pour la presse qui s'en fera l'écho. Nouvelle astuce, lancer des ballons d'essai. Oui, les sondages peuvent être utilisés pour mesurer l'effet d'un ballon d'essai. Un politique lance une annonce, par exemple, repousser l'âge de la retraite à 67 ans, et on sonde en secret le niveau des protestations. Tactique de nouveau choisie par le conseiller social de Sarkozy, Raymond Soubi, pour préparer l'opinion publique à la réforme des retraites. Idem concernant un débat sur l'islam sous Sarkozy, pour savoir si les troupes de l'UMP le supporteraient. Or, les protestations en interne furent trop importantes pour continuer et prêter le flanc aux adversaires. Mais l'idée d'un gouvernement qui se préoccupait de l'islam en France était passée dans le grand public, ce que les sondages avaient également permis de dégager. Et c'était ce qu'il fallait. Ainsi, dans le brouhaha de l'information, l'attitude, dont on sait qu'elle sera validée à l'avance, a bien sûr son importance.
Nouvelle astuce, ne pas oublier la moindre cible. Par exemple, Angela Merkel, la chancelière allemande, avait admis l'échec du modèle multiculturel allemand devant le congrès des jeunesses de son parti, la CDU, Union chrétienne démocrate. Mais pour ne pas perdre l'aile gauche de ses partisans, elle s'était quand même déclarée favorable à l'immigration. Oui, pour gagner une élection, il faut donc ratisser le plus large possible, satisfaire hypocritement le plus grand nombre par des cadeaux, des places, des avantages donnant-donnant jusqu'à accueillir des opposants qui affaibliront le camp adverse par leur ralliement. Comme aujourd'hui, certains de la droite rejoignant Emmanuel Macron ou certains du Front National rejoignant Éric Zemmour. Nouvelle astuce si vous le voulez bien. Détourner l'attention. Le marronnier du risque terroriste marche toujours pour renforcer le contrôle de la population et faire diversion sur un problème épineux du pouvoir en place. L'information est souvent vraie, mais c'est son exploitation qui est manipulatoire. Que l'on se souvienne par exemple de la sacro-sainte récupération de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris, pour faire cesser quasiment le mouvement des Gilets jaunes qui empoisonnait la vie publique et le gouvernement depuis des mois. Un incendie, au passage, qui est venu à point nommé et dont on ne connaît officiellement ni la cause exacte, ni les auteurs, avec un coup de com' ayant atteint son but. De la même manière, lorsque les médias reprennent les résultats de nouveaux sondages, ils peuvent escamoter une actualité gênante. On prépare l'opinion à une réforme, mais tout en introduisant dans les têtes une thématique qui n'y était pas, jusqu'à détourner tout bonnement l'attention du public. Encore une autre astuce, faire parler depuis l'étranger. Il vaut toujours mieux qu'une information positive pour un candidat soit rapportée par quelqu'un d'autre, apparemment sans rapport ou éloigné du bénéficiaire, d'où l'étranger, afin qu'elle soit présumée plus crédible et donc plus profitable pour lui. C'est ainsi que la grossesse de Carla Bruni Sarkozy, qui aurait rendu son mari plus glamour, a été fuitée en Italie, en Allemagne et à Malte, mais aucunement en France, ni par l'Élysée, ni par Carla Bruni Sarkozy elle-même. Et le retour d'informations dans ces conditions a bien eu l'effet escompté, quand Jean-Pierre Pernaut, sortant totalement de son rôle de journaliste, félicita le lendemain au journal de 13h, à la surprise générale, son invité du jour, Carla Bruni. Aussi, la poursuite des communications téléphoniques entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine a longtemps privilégié l'actuel candidat à la présidentielle dans le crédit supposé à être l'un des rares interlocuteurs tentant de raisonner le dictateur. On en est revenu depuis, tant il apparaît immoral et inutile pour beaucoup de discuter avec un criminel de guerre inflexible. De l'avis même de Sergueï Pougatchev, l'ancien banquier du Kremlin qui connaît très bien le personnage pour avoir favorisé son arrivée au pouvoir. Autre astuce encore, une dernière pour aujourd'hui. Tendre un piège à l'adversaire. L'un des débats de com' de la présidentielle a longtemps porté sur l'inscription de la règle d'or du retour à l'équilibre budgétaire par le gouvernement. Proposée par la droite, vertueuse de ce fait, la gauche devenait une mauvaise gestionnaire. D'autant qu'elle l'a refusé le plus souvent pour subvenir aux besoins des plus défavorisés. En réalité, cette règle ne change ni le déficit abyssal des finances publiques françaises, ni la façon dont les marchés jugeront les mesures de redressement du gouvernement, ni même la croissance dans l'Hexagone. D'autant qu'elle est incluse dans le traité de Maastricht et que peu d'États l'ont en fait respectée. Mais, en termes de communication, c'est une mâchoire d'acier pour la gauche, qui revient encore pour disqualifier Anne Hidalgo, par exemple, sur sa gestion de la ville de Paris. Voyez donc, avec tous ces exemples,
combien nous sommes manipulés. En conclusion, énonçons une citation de Mary Higgins Clark, particulièrement à propos. Si nous ne luttons pas dès à présent contre de telles instrumentalisations médiatiques ou politiques du quotidien, je cite, « Un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups. » Alors, ne nous laissons plus berner par les grosses ficelles de la communication. Revisitons toute information au tamis de ces manœuvres que vous connaissez un peu mieux désormais. Gardons intacte, en toutes circonstances, notre lucidité au service de nos convictions. À commencer dans les urnes, rarissime instant démocratique où personne ne peut nous manipuler. Du moins, en connaissance de cause.